Bonjour à tous, ici Nva tout à fait Contrôliste et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes jeux favoris. Ce jeu-là c'est Morkborg, un jeu avec une atmosphère et un univers assez particulier que je pourrais charitablement décrire comme étant soit violemment brutal ou alors brutalement violent. L'un des collègues du studio a même décrit ce jeu comme étant le jeu avec le livre qui vous crie dessus. Eh ben, il n'a pas forcément tort, mais on va voir tout ça ensemble et bien plus. Aujourd'hui on parle de Morkborg. Monstruosité belliqueuse, morbide et brutale, dans laquelle se macère une bêtise macabre, béante meurtrissure, bannie miracle et bonheur, car ce monde n'est que black metal et brasier. Morkborg, qui signifie château sombre en suédois, est un jeu de rôle médiéval fantastique qui se déroule dans un monde à l'agonie. Un jour, Veru, l'une des deux têtes d'une hydre, a prédit l'arrivée imminente de la fin du monde et manque de bol pour le dit monde, et bah il a toujours raison. Et comme pour confirmer ses dires, voilà longtemps que personne n'a vu le soleil, plus rien ne pousse, et c'est globalement le chaos et les désolations partout sur le monde. En plus de cela, la folie et la paranoïa règnent en maître sur tout le continent, particulièrement dans la tête des rois et reines et autres tyrans qui gouvernent tout ce beau petit merdier. Bref, comme dirait un certain souverain des îles britanniques, ça pue du cul sévère. Dans cet univers bien peu joyeux, vous êtes un déserteur à peine humain, vous êtes une ordure des bas-fonds, un noble misérable et plein d'autres choses, mais alors vous n'êtes définitivement pas un héros. Quant au jeu en lui-même, on est là avec un système minimaliste qui va laisser la part belle à la narration. En deux mots, on a 4 caractéristiques: agilité, présence, force et constitution. Pour résoudre un test, on lance un des 20, on ajoute le modificateur correspondant, et si ça bat la difficulté généralement de 12, l'action est un succès, tout simplement. Le jeu a été créé par Pelle Nilsson, avec Johan Nord aux illustrations, actuellement publié par Free Allagan, ou encore Free League dans sa version internationale, et malheureusement pas encore disponible dans notre belle langue, mais ça devrait arriver, puisque la maison d'édition Arcane Asylum a plusieurs fois mentionné vouloir le traduire. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais la direction artistique de ce livre est, disons, spéciale, parce que oui, les images qui défilent à l'écran, ce ne sont pas des illustrations de pochettes d'un album de dark metal, mais ça vient du livre. On a vraiment des trucs complètement barrés dans ce bouquin. Et c'est ça qui déchire tout. C'est exagérément agressif, parfois même illisible même sur certaines parties. Et c'est totalement par design. L'illustrateur, Johan Nord, a poussé le potard à 11 sur le côté metal design. Ce qui fait sens d'ailleurs, puisque parmi les influences du livre, on a des groupes de musique, comme Sono, Darkthrone, Earth, Electric Wizard, Godspeed You Black Emperor et plein d'autres, tous représentant des genres de doom metal, drone metal, black metal, death metal, stoner, etc., etc. Les auteurs ont même qualifié leur jeu de, je cite, Un album de doom metal sous la forme d'un jeu, un fléau d'armes dans la face, léger sur les règles, lourd sur tout le reste. Et qu'est-ce que ça sent? Le jeu vous rentre direct dans les pupilles à coups de couleurs super agressives. Ensuite, esprit un petit passage en mode optique avec des polices d'écriture à la limite du lisible pour finir en bang dans votre cerveau. Donc oui, ce jeu est metal as fuck. Alors la question, ça reste pourquoi? Puisque c'est forcément un choix délibéré, donc l'artiste n'a pas dit « Ah tiens, on va mettre du métal dans mon bouquin de jeu de rôle, ça va être cool ». Non, il y a vraiment un avis qui a été fait et une opinion qui a été prise pour une raison, mais laquelle? Puisque d'une part, c'est probablement que la meneuse qui va lire le bouquin, très probablement, et ensuite on est dans un médium où l'information reste le point principal. On veut, avec un jeu de rôle, pouvoir expliquer des règles, expliquer un univers, etc. etc. Donc, pourquoi avoir pris l'information, l'avoir mis au second plan pour mettre plutôt en avant l'esthétique? Et donc c'est un choix qui est assez étrange et je vais tenter d'y répondre. Mais par contre, sachez que c'est forcément c'est spéculation, théorie très personnelle, donc à prendre ou à laisser. Mais bon, c'est un peu le fun de ce genre de vidéo. Pour commencer, on va mettre le style de côté et on va parler d'un côté un peu plus pratique. Ça, c'est le bouquin de Morkborg. Format poche, tout petit, épaisseur, on a 100 pages. 100 petites pages pour pouvoir exprimer tout ce qu'il y a exprimé dans le bouquin, c'est-à-dire un système, un univers, et tout ce qui l'accompagne. Et 100 pages, c'est vraiment pas beaucoup.
Pour avoir bossé sur des one-pagers, donc des jeux de rôle qui tiennent en une seule page, on se rend très très rapidement compte que l'espace c'est super précieux. Et donc, si jamais tu veux être efficace dans ta communication, c'est là que tu te réfères au vieil adage de une image vaut 1000 mots. Donc, tu vas tenter de trouver des images qui soient super frappantes, mais surtout évocatrices. Morkborg, c'est un univers à l'agonie, balayé par la folie, le fanatisme religieux et le désespoir, car l'apocalypse c'est pour bientôt et ce sera lent et sale. Dans d'autres jeux, il y aurait probablement une quête principale ou quelque chose comme quoi les joueurs incarneraient des héros qui seront là pour sauver le monde. Bah, pas dans Morkborg, mais alors pas du tout. Au début de la campagne, la table choisit une taille de dés, des 100, des 20, des 8, des 6, etc., qui va représenter la vitesse à laquelle l'apocalypse va arriver. Ensuite, à chaque début de journée dans le jeu, la meneuse va lancer le dé sélectionné. Et sur un résultat de 1 sur ce dé, une misère sera activée, ce qui va venir ajouter un malus à l'univers. Genre un malus à l'univers, pas un personnage, à l'univers en entier. Et là, on ne parle pas de petits malus, au hasard. Tu sauras que le dernier jour arrive. Le soleil s'éteindra et ne se lèvera jamais plus. Ouais, la nuit éternelle, c'est assez pas ouf, généralement, comme situation, je dois l'avouer. Mais enchaînons. En une nuit, tous ceux qui n'ont pas vu 7 années et 7 jours mourront, nés et non nés. L'aube donnera à cela la fille d'un mangeur de chair. Oui, là ça fait violence un peu. Surtout d'ailleurs, petit côté un peu fun, c'est que une fois qu'une misère est déclenchée, eh bien, la taille du dé descend d'un cran. C'est-à-dire que si jamais vous aviez un dé 20, il passera à un dé 12, qui passera à un dé 10, qui passera à un dé 8, etc. Et donc, ça va accélérer de plus en plus l'apocalypse qui va arriver jusqu'à ce que, si jamais vous êtes à la dernière taille du dé, donc le dé 2, et que, encore une fois, la misère se termine, eh ben, c'est l'apocalypse. Béni soit Yetzabulnek, le cauchemar de l'au-delà, le disque noir qui couvre le soleil. Béni soit Véru, radiant et joyeux. Béni soit le feu qui brûle tout. Et les ténèbres dévoreront les ténèbres. Le jeu et votre vie s'éteignent ici. Brûlez le livre. Rangeons nos instincts pyromanes de côté et essayons de lier un peu tout ça avec le design artistique. Puisque, pareillement, on voit ici que tout le lore a aussi ce même ambiance, ce même atmosphère et ce même ton très black metal. Mais surtout, encore une fois, on est plus dans l'évocation que la description. Aucun des lieux n'est décrit précisément. De la capitale, par exemple, on ne sait que 2 choses. La ville est contrôlée par une arc-prêtresse dédiée au dieu de la mort, et qu'il y a une cathédrale. Pour tous les autres endroits et villes, il y a toujours très peu de détails, c'est toujours très vague. Alors pourquoi si peu d'informations ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, parce qu'il faut se dire quand même que Morkborg, ça reste une production relativement petite. Eh bien moi, je pense que la raison est autre. Je pense tout simplement que, eh bien, on n'a pas besoin de savoir. On a juste besoin d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir imaginer. Et la différence est assez subtile, mais elle est quand même là. Si on prend Kelgenbeck, on n'a vraiment pas grand-chose dessus, sinon qu'elle est au centre du monde, en tout cas du monde connu, qui a une archi-prêtresse de la mort, ainsi qu'une cathédrale. Mais avec tout le reste de l'illustration, du livre, de l'ambiance qui est vraiment partout dans le livre, je m'imagine immédiatement cette cité gigantesque, très verticale, grandiloquente, avec des immenses bâtiments, très oppressants aussi, avec une ferveur religieuse un peu partout. Bref, paranoïa et grandeur. Et j'ai ça dans la tête. Et c'est là, je pense, la raison derrière ce visuel si particulier, ce design si agressif. C'est parce qu'il est là pour nous faire ressentir et nous faire évoquer des choses, pas de nous informer. Après, est-ce que ça marche ? Ben, je dirais que parfois oui, mais pour la majorité, je dirais que non. Il y a quand même pas mal de freins pour entrer dans cet univers-là. Déjà, le côté très sombre, très nihiliste même de l'univers. Comment faire pour s'attacher à un univers qui est voué à disparaître dans pas trop longtemps ? Pareil, comment faire pour s'attacher à un personnage qui est voué à disparaître dans pas trop longtemps ? Encore moins. Mais par contre, une fois que la table est accordée, là, je pense qu'on peut aller au-delà de toutes les limites. Et c'est là que on va pouvoir aborder des thèmes qui sont assez peu utilisés ou assez peu abordés dans d'autres jeux, puisqu'on a cette inhibition qui est retirée, puisque au final, le monde va mourir, et qu'est-ce que toi, en tant que personnage, qu'est-ce que ton personnage va pouvoir jouer pour survivre à ça ?
comment ton personnage va réagir dans cette situation si extrême. Et c'est là que ça peut être intéressant. Pas pour tout le monde, encore une fois. Il faut vraiment s'assurer d'avoir bien mis en place tous les outils de sécurité nécessaires, mais une fois que la table est accordée, une fois que les outils sont en place, et ben c'est là où on peut vraiment s'amuser. Morkborg, c'est aussi un système de jeu, donc il est même considéré comme rule light, donc léger au niveau des règles. À la base, on a un simple D20 plus une caractéristique qui doit égaler ou battre une difficulté avec une difficulté standard à 12, que la meneuse pourra bien évidemment monter ou baisser en fonction de la situation. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les règles. Alors même pour le combat, il y a juste qu'une seule page appelée violence pour avoir toutes les options qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir sur le combat. L'initiative se joue sur un D6. 1 à 3, les ennemis commencent, sinon ce sont les joueurs. Quant aux actions disponibles, ne sont listées que 3 actions. Attaque de mêlée, un test de force. Attaque à distance, un test de présence. Et toute défense, un test d'agilité. Le tout avec une difficulté standard de 12, là encore, et modifié aussi par la situation, voire même des capacités spéciales des adversaires. Et c'est ici que je vais poser une première critique négative, puisque les options tactiques sont au final assez limitées. Et ça pourrait assez rapidement se tourner en juste un enchaînement de attaque-défense, sans saveur. Heureusement, les personnages ainsi que les opposants ont généralement assez peu de PV, ce qui veut dire que les combats ne risquent pas trop de s'éterniser. On va rapidement arriver à voir avec des personnages ou des monstres morts, ou alors tout simplement les personnages en fuite. Si par contre la table se limite aux options qui sont décrites dans le livre, et dans ce cas ça risque d'être assez léger. Mais là encore, c'est par design. Évidemment, ça ne veut pas dire que la meneuse et les joueurs ne sont limités qu'à ces options-là. Au contraire, ils sont encouragés à intégrer toutes les manœuvres, toutes les options, absolument tout et n'importe quoi qui pourrait rendre les combats plus fun. Par exemple, les personnages arrivent dans une taverne. Quand ça a, bam, embuscade. L'un des joueurs se saisit une table, la place devant lui en bouclier contre des projectiles. Résultat, il aura une bonus à sa prochaine défense contre des attaques à projectiles. Bref, vous l'aurez compris, ça va être à la charge à la meneuse et aux joueurs, à la table en entière, de se trouver ses propres règles en se basant sur les règles déjà existantes. Et là aussi, ça peut être un frein à l'entrée, puisque ça veut dire que toutes les règles ne sont pas écrites, et donc il faudra les compléter avec tout simplement l'expérience des joueurs et de la meneuse, ce qui peut être, comme je le disais donc, encore une fois, un ralentissement pour rentrer dans le jeu et cet univers-là. Mais mettons ça de côté pour passer à un autre point qui est très imbriqué dans l'univers de Morkenborg, dans l'ADN même de Morkenborg. Je parle bien sûr de... Par défaut, un personnage commence avec D8 points de vie, plus sa caractéristique de constitution, donc allant de -3 à +3. Et quand je dis D8, c'est bien un lancer de dés, donc potentiellement un personnage pourrait démarrer avec un maximum de 11 PV, et un minimum de 1 PV. 1 PV. Et bien sûr, si jamais vous tombez en dessous de 0, dans ce cas, ça va être mort direct, il n'y a pas de jet de sauvegarde contre la mort, vous êtes juste décédé. Sauf si jamais vous tombez à 0 PV exactement. À 0, il y a une chance sur 4 de ne pas mourir immédiatement. Après, me direz-vous, si jamais les armes ne font que 1 ou 2 dégâts, c'est pas si grave que ça, non? Oui, j'étais naïf moi aussi à un moment quand j'avais pas encore lu Morkenborg. Par défaut, un personnage va commencer avec des objets tirés aléatoirement sur les tables, ainsi qu'une arme et armure, et... un fémur. On a une page entière dédiée à juste un fémur. Donc, encore une fois, il faut que je reparle de la direction artistique de ce livre. Puisque quand je parlais comme quoi l'information était mise au second plan, c'est exactement ce dont je parlais. On a ici une page entière dédiée à un fémur, genre du type osseux, tout ce qu'il y a de plus cartilage. Il n'y a pas de règle particulière, c'est pas un os magique, c'est juste un os. Donc une arme qui va faire des 4 dégâts. Et ça va être tout. Et même la plupart des armes, c'est une valeur monétaire ainsi que des dégâts. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de mécanique de portée, il n'y a pas de mécanique de solidité. C'est juste ça. Et encore une fois, on est un cas typique où la présentation l'emporte sur l'information. Parce que là, je connaîtrais pas mal de designers qui tueraient pour avoir autant d'espace. Enfin, de l'espace pour en foutre un os dans leur bouquin. C'est... moi, je trouve ça génial. Quant aux armures, elles sont divisées en tiers, allant de pas d'armure, tiers 0, jusqu'à une armure lourde, tiers 3. Et ici, les armures vous permettent de lancer un dé. Par exemple, D2 pour une armure légère et D6 pour une armure lourde, qui seront ensuite soustraits aux dégâts reçus. Donc, avec un système pareil, même si tu as l'armure la plus solide, tu risques quand même de t'en prendre plein la gueule.
D'ailleurs, petit point intéressant, il n'y a pas d'armes magiques dans ce livre de base. Il y en aura d'autres qui vont être rajoutées par la communauté, mais en attendant, ce sont là que des armes plutôt standards. Bon, on a les battes en tête. Revenons à notre personnage. Il a entre 1 et 11 PV, les armes font 1 des 4 de dégâts au minimum, la meilleure des armures peut potentiellement protéger de 1 des 6 dégâts. Je suis pas mathématicien, mais les chances de survie d'un personnage, surtout s'il est malchanceux, sont pas très hautes. Pas très hautes du tout. Voilà. Et en plus, comme je le disais plus haut, passer en dessous de 0, c'est la mort directe. Là, il n'y a pas de parchemin de résurrection, il n'y a pas de jet de sauvegarde contre la mort, il n'y a pas de miracle, il n'y a que dalle. Si t'es en dessous de 0, t'es mort. Et ça, c'est si tu as du bol. Mais, changeons un petit peu de sujet, mais restons dans le même thème de la malchance et des trucs qui peuvent mal se passer. Parlons de la magie de Morkborg. Ici, on va passer par des parchemins qui sont catégorisés en parchemins unclean ou sales ou bien sacrés. Les premiers sont généralement offensifs, comme par exemple la paume ouvre la porte sud, qui envoie une boule de feu qui va toucher des 2 créatures et infliger des 8 dégâts. Ou on a mort, qui inflige à toutes les créatures à moins de 10 mètres, donc le lanceur de sort compris, ça j'y reviendrai plus tard, 4 des 10 de dégâts. Pouf, à plus de personnages. A l'opposé, on a des parchemins sacrés, qui eux seront plutôt du côté du support et du soin, avec aussi quelques sortes de nécromancie, notamment murmure à travers les portes qui permettent de poser 3 questions à une créature décédée. Sort que les joueurs de D&D reconnaîtront très probablement. Et parmi la notation de ces sorts, il y a quelques petites ambiguïtés et quelques petits, j'ai même des pièges carrément. Donc, par exemple, le regard de Roscoe va infliger des dégâts à des 4 créatures, mais si jamais le lanceur de sort est tout seul dans la salle, est-ce que lui aussi est compté parmi les cibles ? Donc là encore, c'est quelque chose que la table, donc la meneuse et les joueurs, devront tout simplement décider pour eux-mêmes et tout simplement adapter à l'expérience qu'ils souhaitent vivre, ou plutôt mourir dans ce cas-là. Mais vous avez l'idée. Pour lancer un sort, rien de plus simple, il suffit d'avoir un parchemin et de faire un test de présence, avec une difficulté standard, donc de 12. Et ça, quel que soit le sort lancé. Et c'est à peu près tout pour la magie. Ah oui, non, si jamais vous échouez, vous prenez des 2 dégâts dans la face et vous êtes incapable de lancer un sort pendant 1 heure. Ah, et aussi si vous faites un échec critique, dans ce cas, vous déclenchez ce qui s'appelle une... Les catastrophes arcaniques donc sont au nombre de 20, et ce sont des événements magiques qui arrivent lorsque tu roules un 1 naturel sur ton jet de présence alors que tu lances un sort. Les effets sont variés et peuvent aller du simplement violent, par exemple, votre squelette se rebelle contre vous, jusqu'à l'horrifique, votre peau se déchire comme du papier, vos chairs fondent comme de la cire, vos intestins gonflent et explosent, ne sont qu'un squelette parlant et mouvant. Et ce n'est même pas le plus pervers, puisqu'il y a certaines catastrophes arcaniques qui vont avoir un effet qui va être caché. Par exemple, votre peau devient transparente et vous émettez une lumière verte maladive. Ok, cool. Et aussi, tous ceux qui sont autour de vous tombent lentement malades, leurs os se fragilisent et leurs dents et cheveux tombent. Ah, en fait, t'es juste devenu radioactif. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est pas ma préférée. Ma préférée, elle indique que, aux joueurs en tout cas, tu te sens bien. Tout va bien. Alors, sachant qu'on est dans Morkborg, c'est évidemment un gros mensonge, puisqu'en fait, en réalité, le personnage est tout simplement atteint d'une MST magique, donc maladie sexuellement transmissible, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il ira faire des trucs avec quelqu'un, ce quelqu'un-là ira juste mourir et se relèvera en tant que zombie quelques jours plus tard. Et bien sûr, aura pour seule mission de détruire la personne qui l'a infecté. Mais si jamais un personnage arrive à survivre à tout ça, il a des chances de devenir meilleur. Ou pire, s'il a pas de bol. Dans Morkborg, il n'y a pas d'expérience de niveau. C'est tout simplement quand la meneuse estime que c'est le bon moment. Peut-être qu'un scénario est terminé, un monstre particulièrement puissant a été battu, des trésors ont été ramenés à la maison, ou l'un des joueurs a eu un moment de roleplay particulièrement cool. Ou alors quelqu'un a apporté des cookies. Et quoi qu'il en soit, la meneuse peut donner l'occasion au personnage joueur de s'améliorer. Et là, je parle bien de donner l'occasion, parce que rien n'est jamais facile ni gratuit dans ce jeu de l'enfer. Pour commencer, chaque joueur peut lancer 6 dés à 10 faces. Si le résultat est supérieur à leur PV actuel, ils peuvent augmenter leur PV d'un des 6. Sachant que tu peux commencer avec un PV, monter un niveau relativement respectable de PV devrait être relativement facile.
Ensuite, tu as le droit à peut-être un peu d'argent ou un parchemin, et enfin, tu peux potentiellement augmenter tes attributs. Ou les descendre. Pour chaque attribut, tu lances un des 6, et si c'est supérieur ou égal à ton attribut, tu gagnes un point dans cet attribut. Ouh. Par contre, si c'est en dessous, tu perds un point. Ouh. Mais heureusement, les attributs qui sont 1 ou en dessous augmentent toujours d'un point. Ouh. Sauf si bien sûr le D6 tombe sur 1, dans ce cas l'attribut descend bien d'un point. Ouh. Mais ça ne peut pas baisser en dessous de -3. La création de personnages est par défaut totalement aléatoire et sans aucune classe comme guerrier, magicien et tout ce qu'on pourra retrouver dans les jeux plus classiques. À la place, ce sont des tables qui définiront l'équipement de base, l'arme et l'armure de départ. Et si ça ne vous suffit pas, le livre de base vous fournit plusieurs options supplémentaires, dont le tirage ou la section d'une classe. Chaque classe va avoir sa propre façon de tirer ses stats, son équipement de départ et même avoir le droit à une capacité spéciale. Mais c'est surtout une saveur en plus qui permet de peindre encore un peu plus loin le tableau morbide qu'est Morkborg. Parce qu'au-delà de l'archétype que j'appellerais mécanique, donc on va voir l'archétype de celui qui frappe fort, celui qui a les attaques sournoises, le prêtre et le reste, c'est surtout un archétype narratif qui va aussi participer au worldbuilding. Le bestiaire de Morkborg présente 12 créatures qui sont en principe assez connues, mais bien sûr avec un twist morkenborgien particulier. C'est-à-dire un design dérangeant et agressif avec un très fort potentiel mortel. Au niveau des caractéristiques, comme tout le reste des mécaniques, on est sur du très simple. Des PV, un moral, une armure, une ou deux attaques et un pouvoir spécial, si jamais. Avec cette base très simple, c'est assez facile de tout simplement récupérer des créatures de ce bestiaire et les intégrer, après les avoir modifiées à votre sauce, à vos propres scénarios. D'ailleurs, en parlant de modification, et avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo-là, j'aimerais parler d'un point important. Et en fait, c'est l'un des points qui m'a motivé à faire cette vidéo-là. Je veux bien sûr parler de la communauté. Pirateborg, Orkborg, Seaborg, Korgborg, Ronin, ou même Fogdemsong qui est un jeu d'escarmouche, Morkborg a connu un nombre explosif de nouvelles licences ou nouvelles créations tournées autour tout simplement de leur système de jeu et surtout de leur esprit. Ça c'est même sans parler de toutes les tables aléatoires, les créations d'objets, les créations de lieux, de donjons, etc., etc. Et donc la question pourrait se poser de pourquoi est-ce qu'il y a autant de contenu. Alors l'une des réponses c'est que, tout simplement, le licensing de Morkborg est très ouvert. À partir du moment où vous indiquez que le jeu a été inspiré par Morkborg, vous êtes bon pour y aller et vous pouvez même commercialiser votre bouquin si jamais vous le souhaitez. Et en plus de tout cela, il y a aussi le Morkborg Cult. Le Morkborg Cult, ou MBC, c'est un sous-label qui va sélectionner du contenu créé par la communauté et aider l'auteur à éditer, illustrer et mettre en page sa création pour ensuite le rendre disponible gratuitement pour le reste de la communauté. J'ai par exemple avec moi les deux anthologies, Feretory et Hérétique, qui rapportent à chacun des nouveaux contenus pour Morkborg, que ce soit là encore des nouvelles classes, des nouveaux lieux, des nouveaux objets, même des nouvelles mécaniques. Et moi je trouve ça génial. Et cette méthode a permis l'ouverture, ou plutôt la création d'une tonne de contenu. Une contenu qui va être plus ouvert créativement, qui va essayer de sortir un petit peu plus des classiques du genre. Et je trouve que c'est un contrepoids qui va être assez bienvenu, surtout contre les behemoths du genre comme du D&D ou du Pathfinder, qui eux vont proposer une expérience tout à fait assez classique. Et attention, je ne dis pas que D&D ou Pathfinder, c'est pas des bons jeux ou qu'ils sont trop classiques. Non, ces jeux-là sont très bien et ont parfaitement leur place dans l'écosystème du jeu de rôle. Mais d'avoir ce contrepoids alternatif propose tout simplement une autre approche et qui permet de penser le jeu de rôle autrement. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant et je trouve que c'est une excellente initiative. Et surtout, ces plus petites productions peuvent se permettre des choses, des tests d'univers, des tests plus expérimentaux que les gros comme D&D et Pathfinder ne peuvent pas vraiment se permettre. Alors, je parle de nouveautés, je parle d'innovation et de tester des choses, mais pourtant, Morkborg tire son inspiration, en tout cas l'une de ses inspirations, tire de l'OSR, ou Old School Renaissance, ou Old School Revival. L'un des piliers de l'OSR est notamment Ruling Over Rules. Juger plutôt que régler est un encouragement à ne pas trop se reposer sur la règle, mais plutôt se baser sur la situation et la narration en cours, pour tout simplement appliquer des règles qui feraient sens en ce moment même. C'est quelque chose qui est, à mon avis, encouragé dans Morkborg, puisqu'on va se retrouver plusieurs fois avec des règles qui sont soit minimes ou même carrément incomplètes.
Revenons par exemple à l'exemple du combat ou même de la magie. On parlait tout à l'heure de comme quoi c'était incertain de savoir si est-ce que quand un jeteur du sort jette son sort, est-ce que lui-même fait partie des cibles potentielles. Eh bien cette incertitude, c'est par design. Je vais même revenir à ce que je disais à propos de l'évocation et du côté que les illustrations, l'ambiance, la mise en page, la façon dont le texte est écrit était tout à but évocateur pour créer cette ambiance, ou en tout cas pour aider la meneuse et les joueurs à se lancer dans l'ambiance. Et bien là, pour les règles, ça va être la même chose, puisque toute cette évocation va créer une sorte d'ambiance, va créer une atmosphère de laquelle peut être déroulées les règles. Par contre, ça ne va pas être au goût de tout le monde, puisque sans ce set de règles pour pouvoir couvrir au moins la plupart des situations, ça veut dire que c'est à la meneuse et aux joueurs bien, de combler les trous. Et ça, si on veut aller à l'extrême, est-ce que c'est pas au job du game designer d'écrire ces règles-là? C'est pour ça qu'on va avoir un jeu qui va être assez paradoxal. D'un côté, très simple pour pouvoir faciliter l'ajout de règles, pour pouvoir faciliter l'entrée, mais aussi très compliqué parce que si t'as pas suffisamment de règles, ça peut être très intimidant. Et c'est peut-être pour ça que je ne recommanderais pas forcément Mork & Mork à des débutants. Parce que si tu rajoutes à ça l'univers très sombre et nihiliste, le taux de mortalité très élevé, l'ambiance en général, c'est un jeu pour lequel au moins il faut avoir une très solide session 0 pour pouvoir mettre en place les limites et tous les outils de sécurité. Et c'est un jeu qui faut être sûr de son groupe, voir s'y lancer. Mais une fois que cette barrière de franchie, une fois que cet état d'esprit d'atteint, je trouve que ce jeu est juste excellent. Particulièrement en tant que meneur, où c'est l'un des jeux où j'ai eu le plus de facilité à rajouter du contenu. D'une part parce que c'est un univers de Dark Fantasy, et moi la Dark Fantasy, j'aime beaucoup, tout ce qui est Berserk, Dark Souls ou Warhammer, c'est un peu mon kiff. Et ensuite, le lore est tellement libre qu'il est très facile de se l'approprier et de le transformer en son propre Mork & Mork. En conclusion, Mork & Mork pour moi c'est une révélation, à la fois en tant qu'amateur de Dark Fantasy, mais aussi en tant que game designer en herbe, et bien sûr, et tout simplement, en tant que rôliste. Et voilà, c'était Mork & Mork. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette vidéo a été un gros projet pour moi, et surtout, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec vous l'un de mes jeux favoris, comme je le disais. Et donc, avec ça, je vais vous laisser en vous remerciant encore une fois, vous tous qui nous suivez sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, et ça vous fait toujours super plaisir. Donc, un grand merci à vous, et comme d'habitude, bon jeu, à la plus.